Il y a quelques personnes qui arrivent encore. OK, on vous laisse vous installer. Et pour briser la glace, on a deux petites questions pour vous autres. Premièrement, qui d'entre vous travaillez présentement dans une organisation en transformation agile? Bien, une bonne majorité. Oui, et combien d'entre vous, vous sentez que vos transformations stagnent un peu? OK. Vous sentez des ralentissements? Oui. Nous aussi, Mariana et moi, on a constaté ça dans les organisations où on travaille en accompagnement des transformations agiles. On a constaté un certain ralentissement et on a cherché dans nos réflexions des derniers mois des pistes de solutions à ça. Et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Et on a, pour se mettre dans une bonne vibe de transformation, une petite citation qui dit « Où que tu sois, sois l'âme de cet endroit » de Rumi, qui nous a bien inspirés, moi et Mariana. Oui. Bon, on va commencer par se présenter. Hein? Oui. Qui? Alors, moi, c'est Janaki. Et là, on va tout de suite régler la question d'où vient mon prénom, que peut-être vous vous posez. Hein? Habituellement, on me pose cette question-là. Et ben, mon prénom vient des Indes. Et là, vous avez peut-être une image comme ça qui vous vient en tête. Mais non, là, vous m'avez vu. Vous voyez que je n'ai pas de racines indiennes en moi. Je n'ai d'indienne que mon prénom, qui est un héritage d'un trip de hippie des années 70. Mais moi, je suis vraiment québécoise, donc de parents québécois. J'habite à Québec. Je viens de Québec. Je suis une fille de Québec, très ordinaire, avec pas d'exotisme tant que ça. Ça, c'est moi. Donc, je travaille comme coach agile maintenant depuis un certain moment. En TI depuis presque 20 ans, ça fait mal de dire ça. Et en agilité depuis 10 ans maintenant. J'ai dans mon entourage, j'ai 3 enfants, 2 garçons, une fille, et j'ai aussi un petit frère là, pour compléter mon environnement masculin. Bon, moi, c'est Mariana. J'ai un accent. Donc, moi, vous pensez peut-être que je viens d'une place comme ça, hein, au sud. Hein, je viens du sud, d'Amérique du Sud. Mais en fait, je viens du Chili. Il n'y a pas de plage comme ça au Chili. Hein? Je n'ai jamais été dans une plage comme celle-là. Donc, en fait, je viens de Santiago. Et ce que vous voyez là, ce sont des nuages de pollution, en fait, de smog. Et dernièrement, c'est plutôt des bombes lacrymogènes. Mais bon, c'est comme ça. Hein? Mais ça fait 9 ans que je suis ici au Québec. Donc, je me considère aussi une fille de Québec, en fait. Je suis aussi coach agile. On a la chance de travailler ensemble avec Janaki. J'ai 2 enfants. Quoi d'autre? Vraiment très contente de vivre ici. Donc, c'est un petit peu ça. Surtout ces temps-ci, hein? Surtout ces temps-ci, oui. Moi et Mariana, on est amies et on était amies avant même de devenir coach agile. Et on est très chanceuses, comme dit Mariana, parce qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble au quotidien sur le même mandat de transformation depuis quelques années. C'est vraiment une chance donc pour nous de travailler côte à côte. On était vraiment dans la même équipe de coach, dans le même îlot de travail. Et au quotidien, on se partageait nos difficultés, hein, nos doutes, nos succès aussi quand même. Oui. Puis ça nous a permis vraiment de gagner en assurance dans une équipe d'hommes. Hein? On est entouré d'hommes dans notre équipe de coach et aussi dans un environnement très TI, hein, parce que l'agilité puis les TI, c'est quand même très proche. Donc, un mandat rempli de défis. En fait, des défis assez grands. Et on trouve que des défis assez importants aussi en tant que femme coach. Donc, c'est ça un peu plein de stéréotypes, hein, et plein de petites choses qu'on a aujourd'hui à vous raconter, justement. Hein, parce qu'on a plein d'anecdotes qu'on pourrait partager avec vous, en fait. Et, il y a plein de préjugés. Hein? Oui, parce qu'on en entend vraiment de toutes les couleurs. Hein? Je ne sais pas pour vous autres, les filles dans la salle, mais depuis des années, dans notre travail en particulier, on en entend des petits commentaires de tous les genres. À tous les jours. Oui.
Et parfois, ce sont des remarques de l'extérieur, des autres personnes. Et parfois, c'est nous-mêmes qui on s'est fait des remarques, des petites phrases dans nos têtes. Oui, on se fait dire des choses comme tu maternes trop tes équipes. Ou tu dois être vraiment plus autoritaire. Oui, c'est ça. Ou tu vas te faire manipuler. Attention. Ou parfois, c'est nous-mêmes qui disent c'est peut-être moi qui ne comprends pas. Oui, ou je suis peut-être pas assez solide. Puis, prises une par une, ces petites phrases-là, ces petits commentaires-là qu'on entend régulièrement, c'est anodin, hein? C'est anecdotique, c'est pas grave, mais à la longue, à force d'en entendre à tous les jours, ça devient lourd, ça devient intimidant, puis ça génère là, des remises en question. Souvent, beaucoup, peut-être trop. Oui. Ça fait son chemin dans notre cerveau aussi. C'est comme si on l'enregistrait, même si on le sait que c'est pas vrai, puis qu'on réagit, puis qu'on est capable de le raisonner, qu'il y a quelque chose de stéréotype là-dedans. Mais ça fait quand même son chemin, puis c'est comme ça qu'on se crée ce que Richard appellerait des patrons mentaux, des petites préconceptions. Richard, des petites préconceptions. Donc, des associations qu'on fait, puis c'est une définition qu'on vient qu'à se donner de ce qu'est un homme, puis de ce qu'est une femme, de comment ça agit une femme, comment ça agit un homme. Donc, nos comportements, nos attitudes, c'est des stéréotypes qu'on se fait, qu'on a. Donc, tu pourrais peut-être raconter une anecdote Oui. un petit peu plus élaborée que ça? Oui, parce que j'en ai une assez crunchy que j'ai entendue moi, dans les derniers mois. Ma meilleure, je pense. Fait que je vous raconte ça, OK? Ça s'est passé il y a quelques mois. J'étais en train de jaser, discuter avec mon collègue, coach, agile, ami, Michel. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Richard, tu le connais, en tout cas. Puis qui sait que je vous raconte ça aujourd'hui, Michel? On jasait d'un accompagnement qu'on fait avec un directeur principal qui doit, dans la transformation agile, changer sa posture de gestionnaire pour devenir plus servant leader. Donc, changer ses réflexes, changer ses attitudes avec son monde. C'est difficile pour cette personne-là. C'est difficile de changer nos réflexes. C'est difficile pour ce directeur-là, de son propre aveu. Et c'est difficile, donc, dans l'accompagnement aussi. On discutait, moi et Michel, des succès que j'ai eus, moi, avec ce directeur-là dans les accompagnements que j'ai faits. Donc, un certain succès. On a vu des changements concrets, des actions concrètes qui s'est mis en action dans son changement. Ce que tu ne dis pas, c'est qu'il y a plein d'autres coachs qui ont essayé d'aider cette personne aussi. C'est ça, dans notre discussion, moi et Michel, on essayait de comprendre qu'est-ce que j'ai fait de différent qui a fait que ça a marché. C'était quoi l'ingrédient qui a fait que ça a marché avec moi pour cette personne-là? C'est juste un clic de personnalité ou il y a quelque chose d'autre? Et Michel, dans toute sa sagesse, avait sa réponse. Michel, qui est un homme, hein, c'est un homme. Et sa réponse, c'était, Janaki, c'est évident, c'est parce que toi, tu as une jupe et des seins. C'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça qu'il t'écoute. C'est pour ça qu'il se prête au jeu avec toi et pas avec nous, les hommes, coach. Ça m'a assez troublée, cette réponse-là. Comme s'il n'y avait rien dans mes compétences, dans mon approche peut-être, dans mon style d'accompagnement. J'aurais aimé ça que Michel voit qu'il y avait quelque chose là-dedans peut-être plus que juste le fait d'être une femme puis quelques caractéristiques physiques, là. Fait que ça m'a vraiment jeté à terre. Puis pourtant, je sais que c'était pas méchant. C'était en toute bonne foi. Le fait d'être une femme me semblait m'avoir donné une chance plus qu'aux autres. Des super pouvoirs. Un super pouvoir. Qui sait? Moi aussi, j'ai une anecdote à vous raconter. En fait, c'est pas loin des mêmes mandats qu'elle. J'accompagne une direction principale très technologique. On veut mettre en place le DevOps, etc. Et c'est une direction principale que ces gestionnaires ils ont une posture assez complexe, surtout au début d'une grosse transformation des structures. Et là, je suis en tandem avec un autre coach, un super coach aussi, un grand coach que j'ai la chance de travailler avec. Et lui, il me dit, on devait faire une présentation, il me dit à la dernière minute, écoute, je ne peux pas aller là.
Je dois faire des autres choses. Est-ce que toi, tu peux aller faire cette présentation? C'est une présentation qu'on faisait, on présentait SAFE avec plein d'aspects. Donc, il y avait certaines choses assez difficiles parfois de présenter. Et je parle avec un autre homme. Il me dit, hey, prépare-toi bien, hein, parce que là, cet comité de direction est très impatient. Ils vont te manger toute crue. Donc, manger toute crue. C'est comme si je n'avais pas la force de pouvoir faire une présentation devant des personnes, là, comme que j'allais craquer. C'était ça, en fait, son point, hein, que peut-être qu'avec les commentaires qu'eux ils pouvaient faire, ils allaient me mettre dans une situation où j'allais pleurer, je ne sais pas quoi. C'était dans la bienveillance, hein, lui, il voulait me protéger. Mais en fait, j'ai assez de force pour aller faire ce type de présentation-là. J'en avais pas besoin de ces commentaires comme ça. Et là, on s'est demandé, est-ce que c'est nous qui vivons ces choses? C'est seulement nous qu'on a ces petits moments, ces remarques-là? Oui, puis est-ce que c'est des choses que des hommes se seraient fait dire? On a questionné un peu autour de nous, puis nos collègues coachs hommes ne semblent pas s'être fait dire des choses comme ça, d'être fort dans une présentation à un groupe un peu difficile, ou que c'est juste parce qu'ils sont des hommes que ça marche. Il y a pas de... ça semblait pas, en tout cas autour de nous, répondre positivement à cette question-là. Et on a quand même voulu voir si... On est-tu folles, nous, là? C'est-tu juste nous deux? Vous autres, en entendez-vous des choses comme ça? Des petits commentaires comme ça, vous, les femmes? Un peu quand même? On n'est pas trop folles? Oui, constamment. On n'est pas les seules folles? Non, vous n'êtes pas les seules folles. On n'est pas, OK. Moi, je ne travaille pas à la gym, mais ce genre d'expérience, je l'ai eu à longueur de carrière. Je suis directrice de création, mais oui. Puis aussi, l'apparence, des fois, tu te fais traiter ceci d'orientation sexuelle, qui joue un rôle. C'est sûr. De dire, ah, t'es rendu là parce que tu te comportes comme un homme. Oui, OK, oui. Merci du partage. Oui, vraiment. Merci. En fait, nous, on est allé chercher... Ah, il y avait une autre personne qui voulait une question? Et regardez-moi, là, puis là, il y a des gens qui me connaissent ici, puis j'ai pas peur d'affronter ceux qui me connaissent. J'ai une crinière de cheveux gris. Quand je suis obligée de dire dans un meeting d'hommes que de parler de strip joint, ça se fait pas, puis qu'on est en 2018 et qu'on regarde des gros yeux en voulant dire, ben là, je comprends pas, et qu'on réenchérit, puis que là, pour pas me faire des ennemis, je suis obligée de faire Messieurs, je suis dans un meeting d'affaires. Si j'aime pas la conversation, que je suis au bar, je peux partir. Mais là, je dis quoi, mon directeur, excuse-moi, je parle, finis la conversation, je vais revenir. On est en 2018. Je vais juste vous laisser réfléchir. Okay. Merci du partage. Donc, on est allé chercher aussi des autres références, pas non seulement rester avec des impressions. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui vit la même chose, c'est sûr. Donc, on est allé chercher certaines statistiques. Oui, à commencer par un rapport que Technocompétences a fait paraître en 2017 qui dit comme résultat que les femmes représentent environ 20 des employés en TI et que rares sont les femmes qui accèdent aux postes de haute direction. Donc, il y a vraiment un fait, là, c'est statistique. Là, on est sous-représentés, nous, les femmes. Oui. L'autre qu'on a trouvé intéressant, parce qu'on a trouvé plein. Hein, on a seulement choisi deux de ces phrases-là. La grande majorité des femmes en TI doivent travailler très fort pour établir leur crédibilité, pour s'intégrer dans l'équipe et pour progresser. Ça, c'est l'Institut féminin d'équité et égalité de l'Université Laval qui dit ça. Oui, et plus près de nous, hein, dans la programmation de l'Agile Tour Montréal cette année, on a fait le décompte et on a 19 femmes conférencières pour 58 hommes qui ont fait des présentations aujourd'hui. C'est quand même 25 %. Pour vrai, à Québec, on était en bas de ça, la représentativité. Fait que moi, quand j'ai vu ce résultat-là, je trouvais ça « wow ». Mais tu sais, 25 % de représentativité, pour que ça fasse « wow », ça veut dire, ça veut dire quelque chose. Donc, comme... oui, il y a une question. Moi, j'ai une question parce que je pense que pour l'Agile Tour, c'est quand même un événement qui est un peu sur la base volontaire au niveau des présentations. Je pense qu'il y a quand même aussi le réflexe que les femmes n'ont pas, c'est-à-dire de se mettre de l'avant elles-mêmes, de ne pas se considérer suffisante. Puis je pense que vous allez en parler. Oui, tout à fait. Oui, on s'en va vers ça. Suivez-nous.
En lien avec ça, est-ce que vous avez la donnée combien il y a eu de propositions de femmes par rapport aux propositions d'hommes? Non. Parce c'est que c'est une le bonne fun de idée. comparer, là. Puis on n'a pas regardé non plus les participants. Est-ce qu'il y a une représentativité en termes de participation à l'Agile Tour? On n'a pas fait ce décompte-là. Quelques petites statistiques, mais on pourrait en sortir plus, sans doute. Oui, Clairement, ici dans la salle, il y a pas mal oui plus vraiment. de femmes que d'hommes. À la commission principale, qui disait qu'il y avait 40% de femmes pour 60% d'hommes. Wow! Oh, c'est super. Hein? C'est vraiment wow! Donc, c'est pas représentatif la quantité de conférencières. Si on atteint. Oui, c'est ça. Ah, des femmes en TI, non? Ah, des femmes. Mais. Pas dans la conférence. Il y a un groupe qui s'appelle les Manifestes des femmes en TI, qui font entre autres un registre, donc un répertoire des femmes conférencières avec leur expertise. Donc, je vous invite à aller vous inscrire avec les expertises des épreuves. On va avoir quand même une capsule à la fin pour parler des communautés. Bon, ça, on s'en vient aussi. Oui, dernière question, parce qu'il faut quand même avancer. En fait, je trouve ça intéressant, mais je ne sais pas encore où est-ce que vous allez, mais Oui. pour attirer encore plus. En fait, l'objectif devrait être d'attirer de plus en plus d'hommes dans ce genre de conférence-là. Oui. Donc, plutôt dire, mais pourquoi les femmes sont-elles nécessaires à votre transformation agile? Ça l'attire un petit peu. Il faut pas voler les punchs. Hein? On s'en va vers ça. Donc, on va avancer un peu avec la conférence. Oui. Donc, on vous propose, vous êtes quand même très actifs, hein, mais on va aller s'activer un petit peu plus. Oui, on va faire un petit jeu. Alors, on va vous présenter des images d'objets ou de concepts et on va vous demander de voter spontanément pour savoir si cet objet-là ou cet élément-là est plus lié pour vous aux hommes ou aux femmes. OK. Et bien entendu, on prend un stéréotype pour voter. Mmh. Hein? C'est sûr, rose pour les femmes, bleu pour les hommes. On commence? Vous êtes prêts? Super. Un petit auto. Un garçon, Oui. pas mal. Homme, hein, oui. On continue. Oui, une poupée. Ah, femme. Super. Un petit coffre à outils. Homme. Ah, Ah, il y en a, oui. Hein, quand oui, même. oui, ça Filles peut aussi jouent être avec les ça. deux aussi. Une autre voiture. Ah, c'est plus c'est difficile, mêlant, là, hein. elle est rose, hein? OK. Faire du vélo. Ah, c'est un peu les deux. Oui. Ouais. Ah, C'est mix, ouais, ça. Partager, oui. Une fleur. Plus Ah. femme, quand Ah, même. j'aime ça. Quelqu'un a mis aussi homme, super. Un parapluie, Ah, mix? Mix. très bien. Super. L'informatique. Quand même, je vois plus de bleu, mais oui, il y a du rose aussi. C'est super. N'oubliez pas de ne pas réfléchir. Oui, il ne faut pas réfléchir. Parler en public. Ouais, OK, oui. il y a une Mixer, hésitation, hein? mixer. Pleurer. OK, quand même plus femme. Parler. Plus femme aussi. Avoir du leadership. Ça, c'est mix, vraiment. Oui, OK. super, intéressant. Oui. L'écoute. C'est Plus vraiment femme, plus vraiment. femme. Mm. La force. Plus homme, quand même, hein? Super. Oui, le monde vote les deux. Faudrait choisir. Les hommes votent pas? Votez, les gars! Mais si, ils ont voté. Let's go! L'empathie. Oui, vous savez pourquoi le bébé qui pleure? Qui baille. Qui baille. Oui, baille, excusez. Parce que c'est par empathie qu'on n'est pas capable de s'empêcher de bailler quand on voit quelqu'un d'autre qui baille. Hein? Par empathie pour celui qui est fatigué. On avait vu, c'était pas mal femme. Femme? L'empathie. Avoir de l'ego, un gros ego. Avoir du charisme ou des personnages charismatiques de l'histoire. Let's go. OK. Plus homme, quand même. L'humilité. Faire preuve d'humilité. Ça serait plus homme ou femme? Plus femme. Super.
Je veux défaire notre patron mental. Parler des stratégies. Est-ce que ça s'associe aux hommes ou aux femmes, ça? Plus hommes, hein? Plus hommes. Quand même. La compétition. Plus hommes, quand même. Et l'entraide, la collaboration. Plus femmes. Plus femmes. Oui. Alors, pourquoi on a fait ce petit jeu-là, à part se dégourdir, bouger un peu, aussi beaucoup pour faire sortir nos patrons mentaux, mettre carte sur table, parce que c'est un fait. Ils sont là, on les a, on en a tous. On les fait, ces associations-là, puis ça va teinter nos comportements au quotidien, dans nos milieux de travail, dans notre vie aussi. Mais dans notre milieu de travail, ça va vraiment teinter tous nos milieux de travail, puis nos comportements. Parce qu'il y a certains comportements plus valorisés pour les garçons, des autres plus pour les filles. Et on est éduqués dans ces sens-là depuis tout petite. Donc après, ça va tenter quand même nos relations au travail aussi. Donc, peut-être que vous pensez que c'est un problème de génération. Hein, que maintenant, c'est plus comme ça. Et en fait, on va vous démontrer que ce n'est pas ça vraiment qui arrive. Il y a une étude faite en septembre de cette année, 2200 jeunes Canadiens entre 14 et 24 ans qui devaient répondre à des questions. Il y avait des questions sur le leadership, questions sur les femmes leaders. Et voici un résumé de ces chiffres-là. Et vous allez voir, c'est assez effrayant. Oui. Donc, les garçons, dans la proportion de 53 ont décrit dans le sondage les femmes comme étant émotives. Le qualificatif émotive a été choisi à 53 des cas pour décrire les femmes. Et seulement 10 donc, des garçons ont jugé que cet adjectif s'appliquait à un bon dirigeant. Ça, c'est nos jeunes qui répondent ça. En septembre, c'est pas il y a 10 ans. Hein? Près de 60 des filles ont déclaré qu'elles ressentaient la pression pour changer la façon d'agir en matière de leadership. Donc, ils sentent la pression pour changer comment ils sont en matière de leadership. C'est assez fort, hein? 60 des filles. Puis je pense que je suis là-dedans. Et dernier résultat quand même troublant aussi, 10 seulement des jeunes qui ont répondu au sondage imaginent une femme quand ils pensent à un leader. Fait que dans l'imaginaire, leader, c'est un homme. Malgré ce qu'on a répondu tantôt ici dans le sondage. Non, non, autant les garçons que les filles ont répondu ça. De filles, là... Oui, on ne le sait pas, oui. Donc, en fait, le stéréotype, il demeure, hein, est encore là, et peut-être il va être là pour beaucoup de temps aussi. Donc, on a un défi, hein. Un défi, c'est pas seulement d'attendre que la nouvelle génération change sa façon de voir les choses, on doit agir aujourd'hui. Effectivement. Et on a une autre petite question, peut-être. Ressortez vos petits cartons pour voter. L'intelligence émotionnelle, vous diriez que ce serait plus associé aux hommes ou aux femmes? Ah, pas mal des femmes. Oui, plus femmes, hein? Plus femmes. Plus femmes, vraiment. C'est à moi? Ah. D'habitude, oui. En fait, nous, on a pas mal parlé beaucoup. Hein. On avait la chance de pouvoir être assis à côté, donc on s'est échangé. On a eu la chance de pouvoir aussi comparer un peu comment on s'est senti. Et plus on creusait les sujets, plus on allait chercher l'information, on a comme vu qu'il y avait des quoi sur l'intelligence émotionnelle qui est intéressant d'aller explorer. Donc, on est allé explorer cet angle-là. Et on veut partager avec vous, loin d'être des expertes, hein, on s'entend, un peu l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Oui, parce que ça semblait, on avait l'intuition qu'il y avait quelque chose en réponse à redonner un souffle à nos transformations agiles dans l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est pour ça qu'on a fouillé ça. Puis là, Mariana l'a dit, on n'est pas des expertes, mais on va quand même se faire une compréhension commune, vous partager un petit peu quelques éléments importants qu'on a vus là-dedans, nous, dans ce dont on s'est documenté. Donc, ce concept-là d'intelligence émotionnelle a été beaucoup connu à cause de la contribution de Daniel Goleman via ses livres,
donc, dont celui-là, L'intelligence émotionnelle, qui est paru en 1995. Daniel Goleman, c'est un docteur en psychologie de l'Université d'Harvard, journaliste au New York Times. Il a beaucoup écrit et fait de conférences au sujet de l'intelligence émotionnelle et de toutes sortes donc, dans ce grand concept-là. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça aussi? Son livre a été traduit dans 40 langues. Donc, ça a eu un impact vraiment international. Ça a fait connaître donc, ce concept-là d'intelligence émotionnelle partout dans le monde. J'avais d'autres choses. Ce concept-là d'intelligence émotionnelle, donc, vient expliquer l'humain comme plus dans sa globalité, parce que avant on avait l'intelligence intellectuelle, auquel on s'intéressait beaucoup, qui expliquait donc l'intelligence académique de l'être humain, et on voyait donc l'intelligence de l'humain seulement sous cet aspect-là. Puis avec le concept d'intelligence émotionnelle, on vient voir l'humain plus dans sa globalité, puis les interactions entre les émotions et le côté intellectuel de l'intelligence humaine. C'est pas lui qui a inventé ce concept-là, par contre. Hein? C'est des études scientifiques là, qui ont fait connaître, rechercher, là, puis décrire ce concept-là, donc d'intelligence émotionnelle. Mais lui a vraiment vulgarisé puis fait connaître là, avec ses parutions. Il continue à l'être encore, être un vulgarisateur de ces Oui, concepts-là. très actif encore. Donc, s'il y a quelqu'un qui se demande l'agilité en tout ça, ça s'en vient. Un petit peu patience, hein? On arrive. Dans pas long, dans pas long. On vous propose d'aller voir les 4 volets. Donc, on va aller tout de suite. Conscience de soi. Bon, on a 4 volets de l'intelligence émotionnelle. Rapidement, capacité, je vais lire la phrase. De toute façon, elle est déjà sur le... je vais la compléter après. Capacité à identifier et comprendre ses émotions, à reconnaître leur influence sur nos actions et nos décisions. Donc, c'est un peu la base de l'intuition, là. Hein? Un peu de qu'est-ce qu'on sent et comment est-ce qu'on peut processer ça à l'intérieur de nous. Ce qu'il dit Goleman dans son livre, c'est qu'on passe l'émotion de notre cerveau plus préhistorique, limbique, vers le néocortex, qui c'est la partie plus évolue du cerveau, pour le rationaliser. Donc, c'est le moment où on peut aller passer de l'impulsion à pouvoir comprendre notre émotion à l'intérieur. Et on voit une petite... on a la conscience de soi, et on voit en bas comprendre ses émotions, c'est une déclinaison de cette volet-là. Le deuxième volet, c'est la gestion de soi. En fait, c'est maîtriser ses émotions et ses impulsions. On va faire un petit bout comme ça. Alors, bon, j'en étais où? Gestion de soi. Oui. La gestion de soi, en fait, c'est le dialogue interne. C'est quand on se parle. Quand on a une émotion négative, par exemple, c'est de se parler. Comme le découragement. Quand on sent du découragement, on va se parler puis prendre une décision réfléchie face à ça. On va se dire, c'est décourageant, mais c'est pas si grave, on va continuer quand même, persévérer. C'est ça, la gestion de soi. Ça marche-tu? Ça marche? Ah, ça marche. Super, merci. Est-ce que tu voulais dire donc, une autre chose? Les personnes qui ont une bonne gestion d'elles-mêmes sont des personnes... Il aurait dû me réinstaller ça, hein? Okay. C'est des personnes qui vont avoir un équilibre émotionnel, ils vont être imperturbables à travers les émotions qu'ils vivent. Donc, vont bien gérer, vont éviter les impulsions. Ils vont être capables de bien s'adapter aux différentes situations aussi parce qu'ils vont être capables de bien réagir. Ils vont rester aussi positifs, constructifs, donc en orientation réussite, une perspective positive. Ils vont toujours être capables de se relever suite aux obstacles qu'ils vont vivre. Goleman dit aussi pour les émotions positives qu'on vit aussi, les personnes qui vont avoir une bonne gestion d'elles-mêmes vont être capables de faire le tri de leurs émotions et donc d'aligner leurs actions envers leurs passions. Donc ça, c'est des compétences de gestion de soi. Oui, ça a du sens. Ouais. On passe à la conscience sociale. Tantôt, on était plus dans la personne elle-même. Maintenant, on va vers l'extérieur de la personne. Donc, la conscience sociale, c'est la capacité de décoder les signaux sociaux, verbaux et non-verbaux et à mieux comprendre les émotions des autres, donc à lire l'écosystème, à pouvoir lire l'équipe. Et ils ont découvert qu'il y a des neurones qui sont dédiés à ça. Ça s'appelle les neurones miroirs.
dans le cerveau qui nous aident justement à pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous et pouvoir s'adapter à ça. Donc et là, on retrouve l'empathie et la compréhension organisationnelle. Dans l'empathie, de pouvoir voir l'autre, qu'est-ce qu'il vit et pouvoir le comprendre vraiment à l'intérieur de nous, mais en plus de pouvoir regarder l'environnement. Oui, et maintenant, le dernier volet, la gestion des relations. C'est la capacité à nouer des liens avec les autres, à gérer donc nos relations avec les autres, à les inspirer, à les influencer, tout en favorisant leur développement afin de prévenir les conflits et les gérer aussi. Les personnes qui sont bonnes en gestion des relations aux autres sont des personnes qui vont, comme par magie, être capables d'avoir de l'influence dans un groupe, être capables de créer une synergie d'équipe. Donc, une ambiance d'équipe où tout le monde se sent à l'aise de contribuer par ses idées. C'est des personnes qui vont être bonnes pour gérer les conflits ou même les prévenir et éventuellement devenir des leaders inspirants là, en étant elles-mêmes donc des personnes capables de créer ces liens-là de confiance. C'est ça la gestion des relations aux autres, donc le 4e volet de l'intelligence émotionnelle, selon Goleman. Voici le modèle complet, avec tous les petits détails à l'intérieur. Et on peut voir ça comme une démarche, en fait, parce que si on prend quelque chose qu'on connaît très bien en agilité, le travail d'équipe, comment est-ce qu'on peut arriver à faire le travail d'équipe si on n'a pas, mettons, la gestion des relations aux autres, si on ne peut pas résoudre les conflits, si on n'est pas capable d'influencer, d'être dans une position de coaching? Pour ça, ça nous prend l'empathie, ça nous prend la lecture de l'équipe, que pour pouvoir faire ça, on a besoin de la gestion de soi, donc pouvoir s'adapter, pouvoir comprendre aussi nos émotions, donc la gestion de soi et la conscience de soi. Donc on voit qu'il y a toute une chose qui vient l'expliquer, le travail d'équipe. Il va plus loin que seulement vouloir collaborer comme ça. Il faut travailler sur nous-mêmes pour pouvoir réussir. Et là, vous allez vous demander probablement, c'est beau, là, l'intelligence émotionnelle, c'est intéressant, mais pourquoi on parle de ça? C'est quoi le lien avec l'agilité? Et donc, l'agilité dans tout ça, qu'est-ce que ça a à voir? C'est que nous, moi et Mariana, on trouve, pour nous, dans nos réflexions, on s'est rendu compte que pour nous, les deux sont intrinsèquement liés. Dans l'agilité, il y a de l'intelligence émotionnelle, dans notre compréhension à nous. Parce que pour nous, l'agilité, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Donc, ça va demander des comportements différents. Comme ici, sur l'image de Agile Sherpas, qui montre que le mindset, donc l'état d'esprit agile, bien sûr, va se décliner ensuite en valeurs, en principes, en pratiques, qui va nous amener, là, donc avec les pratiques, à faire de l'agile. L'état d'esprit va nous permettre d'être agile. Hein? Donc, des nouveaux comportements, un savoir-être en quelque sorte. Parce que dans nos transformations agiles, ce qu'on veut comme ce qu'on recherche, hein, c'est des milieux de travail où on s'entraide plus, où il y a plus de collaboration, où on se parle plus, où on s'écoute plus, où on fait preuve d'empathie, d'humilité, d'ouverture aux idées des autres. Hein? On l'entend dans nos transformations agiles. C'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on veut voir apparaître dans nos organisations. Alors, il va falloir parler peut-être d'intelligence émotionnelle à travers ça pour amener ces choses-là, ces éléments-là de collaboration, de se parler, de s'écouter, de faire preuve d'empathie. On vous laisse savourer ces moments-là? Non, c'est correct. On continue. Puis vous vous souvenez tantôt que ces éléments-là, on a grosso modo voté que c'était des femmes qui avaient ça. Naturellement, dans nos associations, dans ce qu'on se fait comme lien, nous, on pense que c'est plus des femmes. Là, vous avez voté comme ça tantôt. C'est plus des femmes qui ont ça naturellement. Merci, Janaki. Hein? J'avais oublié ça. Ah, c'est pas grave. Ça fait plaisir de faire la conférence avec toi, Mariana. Oui, c'est vraiment le fun. Donc, on arrive à les valeurs agiles. Vous vous souvenez des valeurs agiles? Peut-être pour certaines, là, parce qu'on a plus de femmes. C'est un petit peu plus loin, mais on veut parler de ça. Pourquoi? Oui, parce que pour être capable d'appliquer ça, ces valeurs agiles-là, concrètement, dans nos milieux de travail, nous, on voit que ça prend de l'intelligence émotionnelle pour chacune de ces valeurs-là. Puis là, on va vous l'expliquer là, une par une. La première valeur agile, hein, c'est mettre l'emphase
davantage sur les individus et leurs interactions que sur les processus et les outils, n'est-ce pas? On enseigne ça dans les organisations qui veulent se transformer. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour être capable d'appliquer ça au quotidien dans notre travail, cette valeur-là, bien, ça veut dire qu'on va mettre l'humain au premier plan. Ça veut dire que ça va prendre de l'intelligence émotionnelle parce qu'il va falloir faire preuve d'empathie, il va falloir avoir des relations avec les autres, être bon dans notre gestion des relations aux autres. On va travailler en équipe. On va vouloir que notre monde s'épanouisse au travail, hein? Que le travail ait un sens pour eux. On va vouloir que les gens se fassent confiance, qu'ils restent positifs dans leur travail d'équipe avec une perspective positive. Ça va prendre un certain équilibre émotionnel parce que si tout le monde est impulsif dans notre milieu de travail, on va avoir de la misère à faire une bonne synergie d'équipe, puis travailler pour vrai en équipe, puis mettre les individus, leurs interactions de l'avant. Faire émerger l'intelligence collective aussi. Donc, pour concrètement appliquer cette valeur-là agile dans nos organisations, ça va nous prendre de l'intelligence émotionnelle. On continue avec un produit fonctionnel à la place d'une documentation exhaustive. Hein? Donc ça, on parle de l'itérative incrémentale. On va parler aussi de l'emphase sur les objectifs. Comment est-ce qu'on peut aller vers les objectifs? Comment est-ce qu'on peut aller laisser émerger l'innovation, la créativité? Donc là, c'est le travail d'équipe, c'est la partie coach-mentor, mais pour pouvoir passer à travers cette façon de travailler, pour pouvoir aller sur l'incrémentale itérative, on a besoin aussi de pouvoir avoir une orientation réussie, d'avoir une automotivation. C'est de où qu'on va sortir cette motivation-là. Mais on a besoin aussi de pouvoir gérer ses émotions. On a besoin de comprendre l'écosystème, hein, parce qu'on a besoin de savoir aussi notre client, qu'est-ce que les besoins, comment est-ce qu'ils sont exprimés. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder, même quand on parle d'un produit fonctionnel dans la deuxième valeur. Comment est-ce qu'on peut arriver à les objectifs à atteindre avec ces produits fonctionnels? La troisième valeur, la collaboration avec le client qu'on va vouloir mettre de l'avant davantage que la négociation de contrat. Donc, collaborer avec notre cliente, je pourrais dire. Pour ça, ça va nous prendre de l'empathie, n'est-ce pas, pour comprendre ses besoins. Il va falloir aussi travailler en équipe, côte à côte, main dans la main avec la cliente, pour co-construire une solution avec elle. Être ouvert aux idées des autres, là, pour tout le monde qui travaille à mettre en place une solution. Il faut faire émerger là, la meilleure idée possible, la meilleure solution possible. Donc, on va vouloir que tout le monde puisse contribuer de ses meilleures idées pour co-construire une solution qui répond vraiment aux besoins donc, de notre cliente. Tout ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de l'empathie, c'est du travail d'équipe, c'est faire user d'influence, c'est avoir un leadership inspirant aussi, pour motiver notre monde là-dedans, garder un équilibre émotionnel pour être capable de dialoguer, n'est-ce pas? Et une certaine compréhension de notre environnement, là, de l'organisation pour mieux comprendre les besoins, là, puis dans quel contexte ça s'inscrit, ces besoins-là. Et peut-être le final, le dernier, hein, c'est vraiment plus facile à comprendre quand quelqu'un nous donne du feedback. Comment est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on le prend bien, on le prend pas bien? Comment est-ce qu'on est capable de réagir à apprendre ça de façon constructive? Comment est-ce qu'on passe à travers ces épreuves-là? Donc, on a besoin de la flexibilité, la souplesse, l'humilité, l'écoute, l'automotivation, la tolérance au risque aussi. C'est lancer. Et c'est lancer sur un filet qui va nous permettre de pouvoir survivre à prendre ces risques-là. Donc, on a vraiment besoin de comprendre ses émotions, d'être dans le coach-mentor, l'empathie, perspective positive, leadership, orienté réussite. Vous voyez, on se répète un peu avec certains aspects de l'intelligence émotionnelle, mais on voit qu'on a besoin un petit peu de tout pour passer à travers ces valeurs agiles et pouvoir faire concrètement ça tous les jours. Et peut-être qu'on pourrait continuer avec les 12 principes. Non, on ne va pas le faire, mais on soupçonne que ça pourrait donner ça. Un peu d'intelligence émotionnelle partout, en fait, hein, avec les 12 principes aussi. Mais on va épargner cette volet-là pour vous. Hein. On va continuer. Ça, en fait, c'est notre définition qu'on s'est fait, moi et Mariana, dans nos réflexions, de ce serait quoi le savoir-être agile. Parce qu'il n'y en a pas concrètement de définition. Si vous cherchez savoir-être agile, ça reste un peu un concept flou. Et c'est notre définition à nous, en fait. Ça prend quoi comme caractéristique de savoir-être, comme comportement, comme attitude,
pour pouvoir se dire être agile. Mais est-ce que c'est important, être agile, selon vous? Quand même. Ben, on a cherché aussi des réponses à ça, de se documenter, parce que nous, on trouvait ça comme primordial, être agile. On voyait une incohérence si on amenait des façons de faire, des nouvelles façons de faire, sans changer nos comportements. On voyait une incohérence. Et donc, il y a Dandy People ici, avec ses beaux visuels, ses beaux posters, qui a une image ici quand même assez parlante, qui montre que on a des outils, des processus en agile, pour être agile, qui sont englobés dans des pratiques, des principes, des valeurs, un état d'esprit. Et Dandy People dit ici qu'avec les outils et les processus, c'est très visible, n'est-ce pas? On voit des tableaux partout, on voit des gens debout faire leur daily scrum tous les matins, mais c'est peut-être moins puissant par contre. Visible, mais moins puissant. Par contre, l'état d'esprit agile, là, on a moins de visibilité là-dessus, mais ça serait beaucoup plus puissant, en tout cas selon Dandy People, puis ben, selon nous aussi. Oui. Si on va plus loin avec Agilitrix ici, qui met sur chiffre certaines choses, on voit que c'est 3 fois plus payant d'émettre notre énergie au mindset et qu'aller seulement sur les pratiques, on pourrait atteindre 20% des bénéfices. Donc, c'est pour ça que peut-être la première question qu'on vous a posée, est-ce que vous sentez que vous plafonnez dans vos transformations, que ça se teigne? Mais c'est peut-être qu'on a mis toutes les pratiques qu'on pouvait et on atteint ces 20%. Et pour aller au-delà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, parce que concrètement, ce qu'on voit, nous, dans les organisations où on est en accompagnement, c'est pas tant des changements de comportement et d'attitude et de savoir-être. On n'en voit pas tant que ça de l'intelligence émotionnelle, mais on en voudrait plus. On en voudrait plus pour donner un petit peu de force à nos transformations. Et on n'a pas peut-être un petit peu laissé ça de côté. On a peut-être laissé notre savoir-être à la dérive comme une épave, et on s'en occupe peut-être pas assez. Parce que quand on en parle de l'intelligence émotionnelle ou du savoir-être à des gens qu'on accompagne, on se fait dire « Ah, on arrive tout au concret, là, peux-tu nous donner qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis « Ah, t'es fatigante avec ça. Puis c'est du mou. » On s'est fait juger pas mal, là, parfois quand on arrive avec ce type de ces phrases-là où on essaye de faire un atelier un petit peu différent. Oui. C'est pas nécessairement bien reçu. Mais peut-être qu'on devrait quand même insister. Oui. Donc, en fait, nous, on pense que la première valeur agile ici, on voit les individus, les interactions, on pourrait la réfracer un petit peu. Oui, parce que les gars du manifesto, tous des gars qui ont écrit ça en 2001, je soupçonne qu'ils avaient lu le livre de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, pour mettre ça de l'avant, pour dire que on va mettre l'emphase d'abord sur les individus et leurs interactions, donc sur la gestion des relations aux autres, n'est-ce pas? Donc, ils nous ont dit, on va mettre de l'avant plus la gestion des relations aux autres que les outils, les frameworks, Scrum, Safe, le modèle Spotify, Kanban, DAD. Ça en prend des outils. Ça en prend pour se mettre en action. Mais il va falloir d'abord et avant tout, en tout cas c'est ce qu'il nous disait, faire une bonne gestion des relations avec les autres. Ouais. Donc, peut-être plus d'emphase sur l'intelligence émotionnelle, si on veut vraiment se transformer, en tout cas. Oui. On revoit la première valeur agile. Mais peut-être, là, on est un petit peu extrémiste, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre. Ce qu'on dit qu'aujourd'hui, on sent qu'on est penché un peu trop pratique, framework, et qu'on devrait remettre la balance et parler un petit peu des deux, parce que ça nous prend les pratiques, mais ça nous prend aussi le savoir-être. Donc, est-ce qu'on peut remettre un peu ça à un même niveau? Donc, on cherche l'équilibre. C'est ça qu'on propose, nous. Et ça, c'est un travail de longue haleine, l'intelligence émotionnelle, développer ça. Oui. Et parfois, on l'a, et on peut pas dire on l'a ou on l'a pas, l'intelligence émotionnelle. C'est comme, parfois, sur certaines situations, on l'a, pour des autres, on l'a pas.
Hein? C'est comme l'intelligence académique. Hein, Oui, comme l'intelligence intellectuelle, c'est pas parce que quelqu'un a un très haut QI qu'il va avoir toutes les bonnes réponses à génie en herbe. De la même façon, même si on a une très bonne intelligence émotionnelle, on n'aura peut-être pas tout le temps la bonne réaction face à des émotions. Mais ça se développe, ça se travaille. Donc, peut-être la conclusion logique, ça serait, bien, il faut travailler hein, l'intelligence émotionnelle de façon individuelle. Là. Mais ça va prendre pas mal, beaucoup. Hein? Mais nous, on pense qu'on a un accélérateur. Oui, on a un accélérateur à vous proposer. Pour ceux qui seraient plus pressés de voir des résultats de leur transformation agile, des gains concrets, on aura un accélérateur pour vous. Est-ce que vous voyez un peu l'intelligence émotionnelle est déjà présente? Est-ce que vous la sentez un peu dans vos organisations? Est-ce qu'il y en a autour de vous? En voyez-vous? Pas tant que ça. Un peu, quand même. Hein? Oui, un peu. Hein? Un peu discret. Parfois, il ne prend pas la place. Parfois, ça ne fait pas confiance. Et ça vient des personnes qu'on ne s'attend pas que ça vient. Mm. Donc, Puis notre accélérateur qu'on aurait à vous proposer, en fait, ben, c'est nous, les femmes. On est là, nous. On n'est peut-être pas nombreuses, mais on est là. Il va falloir oser. Il y a quelqu'un qui disait tantôt, il va falloir oser mettre de l'avant notre intelligence émotionnelle, mettre ça à profit. On est chanceuses. On a ça comme force, nous, l'intelligence émotionnelle, parce que depuis qu'on est petite, on a été éduqués, ça a été valorisé pour nous d'exprimer nos émotions, de les nommer, de les comprendre. Ça nous a permis de développer les autres aspects aussi de l'intelligence émotionnelle, donc. Et cette force-là, il faudrait qu'on en fasse bénéficier nos organisations si on veut un petit peu leur donner un nouveau souffle dans nos transformations agiles, puis concrétiser ces transformations-là. Alors, il va falloir oser. Il va falloir être parler fort, hein, un petit peu. Oui, Et on n'est pas nombreuses. Ouais. Fait qu'il va falloir être loud, les filles. Et pour les garçons, c'est valoriser l'intelligence émotionnelle. Là. Aller à l'appui de ça aussi. Parce que les hommes aussi ont l'intelligence émotionnelle. Donc, il faut suivre cette intuition que vous avez en vous. Ne pas laisser de côté. Donc, oser aussi. Oui, parce que on trouve, nous, c'est pas représentatif dans la salle, on est presque toutes juste des filles, mais on trouve, nous, que nos milieux de travail, en agile, entre autres, ça manque encore là, de femmes, ça manque de jupes, ça manque de seins, ça manque de force féminine. Donc, il va falloir mettre donc notre intelligence émotionnelle de l'avant, puis oser être, dans le fond, nous-mêmes, même si c'est peut-être pas présentement valorisé dans nos organisations. Mais il va falloir faire quelque chose pour que ça le devienne. Puis la première chose, c'est de montrer l'exemple, je pense. Oui. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec la réflexion que nous, on a fait. On veut la partager avec vous. Parce qu'en fait, nous, on s'est dit, là, on ne va pas rester assis. Une fois qu'on voit cette conclusion arriver, on veut faire de quoi? On veut aller dès l'avant avec ça. Donc, on s'est dit, on va faire la révolution, non? Oui, c'est parti! Mais en fait, plus sérieusement, on s'est dit, on ne va pas rester assis. On a commencé une communauté dans le cadre de Women in Agile. C'est une organisation mondiale qui vient aider à parler plus de ce que nous on vit et de pouvoir briser le cercle de sous-représentation. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent ou qui sont un petit peu plus en avant. Donc, ça fait que comme il n'y a pas de représentation, les autres filles disent « Ah non, moi, je ne sais pas, je ne veux pas le faire. » Donc, ça fait qu'il y a moins de des filles qui vont le faire. Et ça alimente de nouveau la boucle de dire « Mais il n'y en a pas de représentation, on a de moins en moins. » Donc, cette organisation, il propose de justement donner la place aux nouvelles voix et de pouvoir prendre la confiance pour aller en avant avec ça. Et ce n'est pas seulement pour des femmes, hein? C'est aussi pour des hommes. Ce n'est pas la discrimination. Oui. Montréal? Oui. Super. Oui. Enchantée. Disons qu'il y a peut-être un mois, j'avais posté justement qu'on allait avoir un événement avec une présentation et puis une discussion et puis un partage et tout ça, mais je n'ai pas reçu beaucoup de réponses. Et j'ai été à la fin, donc il y a eu peut-être 2 ou 3 qui pouvaient être présents. Donc pour moi, c'est une bonne justement place, justement de vous solliciter et de vous dire, écoutez, il y a une communauté ici à Montréal, et puis essayons de faire quelque chose.
juste pour nous autres. Oui. Donc, vous pouvez présenter, vous pouvez enfin juste participer. Et puis, ce n'est pas seulement ouvert aux femmes. Hein. Les hommes aussi sont bienvenus. Oui, c'est un mouvement très inclusif, en fait, qui valorise la diversité d'opinions, la diversité de styles de leadership. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de se donner, oui, un endroit pour se gagner en assurance, peut-être, mais qui valorise beaucoup la diversité, donc, à travers ça. Oui. Donc, super, merci. En fait, c'est pour ça qu'on avait aussi Montréal. Oui, c'est ça. Nous, on est de la Ville de Québec. On a aussi une communauté à la Ville de Québec, mais c'est super. Merci beaucoup. Il y avait une question? Oui. Quand on parle de la présence féminine au niveau de la gestion du leadership, c'est sûr que ça dépend des domaines. Parce que quand on parle de TI, déjà du cursus universitaire, il y a moins de filles que de femmes. Oui, oui. Et c'est sûr que TI, quand on parle du développement, quand on parle de plus technique, infrastructure, il y a plus de femmes d'hommes que de femmes. Pour pouvoir arriver à un poste de leader, c'est sûr qu'il faut... Oui, tout à fait. Oui, il y a des domaines, mais les domaines sont plus orientés hommes que femmes. Mais c'est sûr qu'au niveau du cursus scolaire, moi je remarque qu'il y a toujours plus d'hommes dans le cursus. Parce qu'il y a un niveau... Il faut travailler aussi là. Oui, il faut travailler aussi d'attirer plus de filles dans ce type. Il y a plus de femmes qui sont comme gestionnaires. Mais c'est sûr, et on travaille en TI, c'est pour ça qu'on amène les sujets en TI, mais c'est un bon point, il faudrait travailler aussi dès le début. Donc, je pense qu'on est des ambassadrices aussi à la maison, hein, comme parents, comme mères, comme peut-être des personnes autour, qu'on peut aussi venir avec, parler de ça, que ça ne reste pas dans le... Même la spécialisation, moi je le remarque, il y a des domaines, il y a plus de filles que d'autres domaines. Déjà, oui. Ça pourrait être une autre belle cause aussi de dire, mettons qu'en éducation, on avait besoin plus d'hommes pour trouver l'équilibre. Pourquoi pas? Hein? Ce n'est pas que les femmes, c'est parce qu'on vit ça au TI, mais dans des autres contextes, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher cet équilibre-là. Et puis, notre but, notre réflexion, Mariana, c'est pas nécessairement de vouloir amener plus de femmes dans le monde des TI. Là, les femmes font ce qu'ils veulent, puis les hommes font ce qu'ils veulent dans la vie. On y va par choix, par intérêt. C'est que dans nos milieux, présentement, qui sont liés au TI, souvent en agilité, on constate que même nous, les femmes, on adopte des comportements qu'on a nommés tantôt comme typiquement masculins. Nos stéréotypes nous amènent là un peu. Puis on voudrait mettre plus de l'avant, donc les caractéristiques, plus de collaboration, d'écoute, d'entraide, d'empathie. Oui. Il y a deux questions. Mettre ça plus de l'avant. Oui. Il y a une dimension culturelle aussi. C'est-à-dire, moi je viens de Tunisie et au niveau des pays, il y a probablement autant de femmes que d'hommes qui sortent chaque année des universités. Et beaucoup de ces femmes-là immigrent ici. Donc moi je vois qu'il y a un potentiel de bâtir des solidarités entre les femmes parce qu'elles sont aussi parfois victimes de discrimination du fait qu'elles sont femmes, racisées, etc. Donc elles viennent avec un autre mindset où elles ont quand même été beaucoup confrontées aux hommes, elles ont développé des stratégies, c'est des choses qui peuvent être mises en commun en fait. Oui, c'est un très bon point. Dans notre communauté, on trouve plusieurs. Et on est vraiment content d'avoir ces femmes-là. Par exemple, l'Afrique du Nord ou l'Afrique. Oui. Effectivement, Super. merci. Une autre question? Oui, en arrière. Une question slash commentaire, je vais aller dans le début, et aussi dans le monde des startups, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si du côté des startups, on la démarre mal, la startup, elle continue de mal aller. Quand Google se retrouve devant le US Labor Congress pour des pratiques unfair vis-à-vis des femmes et qui sont censées donner l'exemple, on se comprend-tu que les croûtes sont dures à manger. Si Google ne peut pas donner l'exemple, comment les PME, Silicon Valley Startups qui grandissent, vont le donner? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, statistique qui remonte à peu près à 2 ans. Il y avait une très grosse rencontre à Norton House. Google était là, McGill, etc. Les femmes, il y en a plus qui vont à l'université, principalement en T for STEM, là, en technologie, mais de 18 à 24 mois, elles ne demeurent pas dans le domaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas convivial pour une femme.
Et il y avait des jeunes filles qui étaient de Google, il y avait des jeunes filles qui étaient de start-up montréalaises qui étaient rendues des moyennes entreprises, donc à 250, 300 employés, là, qui avaient commencé à scaler et qui étaient rendues à Seed A, B, C, D, et elles ne restent pas. Parce que c'est pas convivial. Il faut faire attention. C'est que le point étant que si on démarre mal la start-up, parce qu'il y en a beaucoup, à un moment donné, on ne règle pas le problème. Et il y a encore malheureusement des start-up qui sont extrêmement discriminatoires dans la pratique. L'exemple est pas là. Merci du commentaire. Merci. Oui. Je me demandais si vous aviez pensé appeler cette conférence l'intelligence émotionnelle en agilité plutôt que l'agilité et les femmes. Ah, c'est un bon point. On en est. Peut-être, oui. On a fait un pari et ben, bon, c'est ce que ça a donné. Oui, oui. Mais merci, oui. Ça peut être pour une nouvelle, oui, une nouvelle version. Là. Oui, ça me fait penser au sommet des leadership conscient féminin, hein, qu'il y avait toutes des femmes aussi. En tout cas, ils ont fait un autre qui s'appelle le sommet des leadership conscients, tout court, pour attirer un petit peu plus. Là. Très bon point, merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ça conclut notre présentation. Oui. Ah, merci. Oui, donc vous pouvez évaluer la conférence au Guidebook. Donc, on vous invite et on est prenant de n'importe quel commentaire. Merci.